Bonsoir. Face à l'actu ce dimanche, je reçois Maître Michel Ndoki. Elle est avocate au barreau du Cameroun, vice-présidente du mouvement des femmes du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Avec elle, on va débriefer pour les analyser et commenter les différentes actualités traitées par la rédaction de STV ce dimanche, notamment ces avocats qui ont eu du mal à partir avec la police, le GMI de Bonandio. C'était ici à Douala au cours du mois à l'issue d'une audience, mais également la descente du ministre de la Défense à Kumba dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On va également revenir sur l'Assemblée nationale qui se prononce, ou du moins en termes d'attente, des résolutions, des décisions à prendre pour résoudre cette crise aux États-Unis et au Cameroun à la faveur de la victoire très probable de Joe Biden. On va également réinterroger les relations Biya et les différentes personnalités qui se sont succédées à la tête de ce pays, sans en être forcément une érudite, une connaisseuse des questions du sport. On parlera du football et ce jeu de ping-pong entre la Ligue de football professionnel et la FECAFOOT. Maître Michel Ndoki, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce dimanche. Merci de m'avoir invité. Disons qu'on se demande que devient Michel, comment elle va ces dernières semaines. Pas beaucoup entendu parler d'elle. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'étrange. Il y a beaucoup de choses. Vous avez parlé des sujets qui occupent l'actualité en ce moment. Le Cameroun traverse des crises multiples et des crises graves. C'est normal dans ces circonstances de ne pas entendre parler d'une personne ou d'une autre. Bien qu'en d'autres occasions, Michel avait toujours donné son point de vue. Mais cela dit, on va certainement évacuer également ces questions-là. Michel Ndoki, le MRC, on vous voit beaucoup aux côtés de Stand Up for Cameroun, avec Kawala et toutes les associations, ou alors toutes les organisations non gouvernementales qui défendent les droits de l'homme. Et du coup, on s'interroge. Comme vous le savez certainement, dans Stand Up for Cameroun, il y a aussi des partis politiques. Absolument. Et parmi les cofondateurs de Stand Up for Cameroun, il y a le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Absolument. Donc, je crois que pour les Camerounais qui le savent, il n'y a donc pas grand-chose à interroger. D'une part, d'autre part, je crois que comme les millions de mes compatriotes, j'arrive à faire plusieurs choses à la fois, y compris en tant que femme. Donc je peux être à la fois avocate et activiste et actrice politique, voilà tout. Pour évacuer la dernière question qui nous vient à l'instant, Michel Ndoki serait-elle parmi les frondeuses au sein du MRC? Il se dit qu'il y a une branche, failli dire récalcitrante, mais qui n'épouse pas toujours la stratégie dictée ou alors retenue par le directoire dans son ensemble. Sans vouloir parler ici de la stratégie, pas la stratégie des querelles à l'intérieur du parti, si elles existent, si elles n'existent pas, je dirais que ma vision du Cameroun n'est pas une vision pour ou contre une stratégie ou pour ou contre un porteur de stratégie. Ma vision du Cameroun est une vision d'enfant de cette nation qu'il aime profondément. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux faire en tant que leader pour aider à construire le Cameroun que nous méritons. Ce qui fait que je contribue quand je pense que je peux contribuer, et ma présence ici est une des manifestations de ce que je crois pouvoir contribuer, et que je m'attache alors à m'intéresser et à donner mon avis sur les problèmes que nous rencontrons, qui sont les problèmes communs, et pas à ennuyer nos téléspectateurs avec des sujets qui ne les intéressent pas, qui ne les touchent pas, qui ne leur apportent pas. Je crois que, et je pense qu'on va y arriver très rapidement, vous avez énoncé un certain nombre de crises majeures que traverse notre pays. Il y a des choses absolument épouvantables qui s'y passent, et que ça justifie que nous concentrions tous notre énergie sur ces sujets-là et sur ce que nous pouvons faire pour les mettre derrière nous. Et pour finir, vous vous dites que cette vision que vous avez, que vous faites du Cameroun, cadre toujours avec le parti auquel vous appartenez et tous les mouvements. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que personne n'oserait discuter
que ce que nous faisons tous autant que nous sommes, même ceux qui sont les moins populaires dans leur action, tout ce que nous faisons tous autant que nous sommes, nous le faisons en essayant d'apporter le meilleur de nous. Après, bien entendu, tout le monde n'a pas raison tout le temps. Bien entendu, les avis divergent. Et bien entendu, l'œuvre de construction, c'est pas... Et j'espère que ça va être abordé dans les différents sujets sur lesquels nous allons nous entretenir. L'œuvre de construction, ce n'est pas la victoire d'une opinion sur une autre. L'œuvre de construction, c'est le résultat de la contribution des uns et des autres. Et même la contradiction est une contribution. Quand on dit « je ne suis pas d'accord », on aide la personne à qui on dit ça à affiner son raisonnement et sa décision. Cela dit, venons-en au fait d'actualité qu'on a donc retenu. Commençons peut-être par ce reportage de nos équipes dans la région du Sud-Ouest, ici dans le littoral, notamment avec ce qui s'est passé au cours de cette semaine au niveau du tribunal de Bonanjo, lorsque avocats et policiers en sont arrivés aux mains. Suivez plutôt. Là, ce sont les acteurs. Ils sont tous en tenue, les uns en camouflé, les autres en robe. Ces derniers sont sortis en masse revendiquer la libération de leurs confrères détenus dans une affaire d'outrage à magistrat, tentative de corruption. La riposte ne va pas tarder à intervenir et c'est la débandade générale. Bousculade, coups de poing, salve de matraque et de gaz lacrymogène. Cette scène, digne d'un film d'action hollywoodien, se passe dans une salle d'audience du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Désormais transformé en champ de bataille, ici, le poids, le genre, la taille ne comptent plus, cris et violence règnent. L'on dénombre de nombreux blessés dans ce fait inédit. Bagarre, tir de gaz lacrymogène et d'armes à feu dans un tribunal à la suite d'une affaire. Celle-ci a d'ailleurs été ajournée pour le 25 novembre prochain pour statuer sur la demande de mise en liberté sous caution présentée par les avocats de la défense. Lorsque vous regardez ça, magistrats, avocats, policiers, vous dites tous coupables dans un tribunal? Ça dépend de quoi? Cette scène. Donc, sur ce que j'ai regardé, je n'ai pas vu de magistrat déjà. D'accord. Maintenant, je dois quand même dire que ce que je vois, c'est ce que je vois. Ce que j'ai entendu, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est quand même un peu surprenant. Enfin, je suis restée un petit peu sur ma faim. J'aurais bien voulu savoir, par exemple, quand votre collègue a dit qu'il y avait eu des blessés, qui a été blessé. Par exemple, puisqu'on est en train de dire qu'il y a eu une bagarre et donc que vous aviez l'impression, en tout cas que ça donne, les avocats qui étaient en train de se battre avec les policiers, est-ce qu'il y a eu des blessés des deux côtés? Je pense que c'est une information intéressante. Or, il se trouve que, moi, les informations à ma possession sont que les avocats, certains avocats ont été blessés, brûlés au visage, brûlés à la main. Il y en a un qui a reçu des balles dans les pieds. Il y en a plusieurs qui ont eu les tympans déchirés. Et je ne sais pas si certains de mes confrères me regardent maintenant. Je voudrais dire que mes pensées et mes prières vont vers ces confrères qui ont été agressés. Et tous les confrères qui ont été agressés, particulièrement envers ceux qui ont été blessés, mais aussi envers les autres, parce que je crois que c'était la première fois que ça leur arrivait. D'accord. C'était la première fois que ça leur arrivait. Ça m'est arrivé aussi d'être agressée par les forces de l'ordre et je sais ce que l'on éprouve et je voudrais leur dire que mes pensées vont vers eux. Maintenant, tous coupables... Peut-être qu'en tant qu'acteur politique, j'ai envie de dire que oui, c'est un peu de nous tous qu'il y a dans la scène de chaos à laquelle dont nous venons de voir le reportage. Et ça pose des questions terribles sur le devenir de cette nation. Parce que, et on le voit
quel que soit le sujet d'actualité que l'on veut traiter, qu'il s'agisse de l'état dans lequel est notre football ou de l'évolution, de la gestion du conflit armé en zone anglophone, ou de la question de la crise sanitaire ou de la question de la situation économique, parce que vous n'en avez pas parlé, mais le président de JICAM est devenu beaucoup plus visible, beaucoup plus audible depuis quelques semaines, parce qu'il est particulièrement préoccupé en tant que chef d'entreprise et les autres entreprises avec lui de la dégradation de la situation économique de notre pays. Je crois que de manière générale, nous sommes tous un peu responsables de la situation dans laquelle notre pays se trouve. Non pas parce que nous avons mis le pays dans cette situation-là, mais parce que nous pouvons l'en sortir. Et que, alors, soit ça a déjà commencé et il faut qu'on accélère, il faut qu'on en force plus, il faut qu'on fasse mieux, soit certains d'entre nous n'ont pas encore commencé et il faut absolument qu'ils rejoignent le mouvement de construction de cette nation. Ce que je vois, moi, c'est la nécessité et l'urgence de restaurer une justice qui inspire le respect. Parce que ça, au mieux, pour les personnes qui dirigent ce pays, ça fait honte. Au pire, ça fait peur ou ça met en colère. Et ces trois sentiments ne sont pas des sentiments qui aident à améliorer la situation. Ce ne sont pas des sentiments qui permettent de dire que demain, on ne se retrouvera plus devant une situation comme celle-là. Il faut que chacun y mette du sien. C'est le sens du travail que je fais aujourd'hui, c'est le sens de la réflexion qui est la mienne aujourd'hui. Nous avons une justice à restaurer, qui soit une justice en laquelle tout le monde croit et que tout le monde respecte. Et une police en laquelle tout le monde croit, dont tout le monde est fier et dont les membres sont fiers. J'ai regardé pendant toute la semaine un peu les reportages qui ont été faits sur ce qui s'est passé au tribunal de première instance de Douala Bounanjo. Je trouve frappant qu'on n'ait pas entendu le président du tribunal. Je trouve frappant qu'on n'ait pas entendu le président de la cour d'appel. C'est quand même quelque chose d'absolument inédit, grave, qui s'est passé chez eux. Personne n'a eu envie de s'exprimer sur la question. Je trouve extraordinaire qu'on n'ait pas entendu le procureur de la République. Je trouve extraordinaire que les témoins de la scène, ceux qui l'ont vécu, n'aient pas été interviewés. Aucune des personnes qui ont été blessées n'a été interviewée par les médias. Or, les millions de Camerounais qui ont vu ces images sur les réseaux sociaux, ils se disent, mon Dieu, quelle horreur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre côté les avocats. On parle de deux remparts extrêmement importants de notre nation. Quand ils se retrouvent dans des situations comme celle-là, dans un sanctuaire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devons penser de la justice? Évidemment, je ne voudrais pas faire l'avocat des médias, mais vous savez également que les différents corps sont suffisamment encadrés pour la prise de parole en public, excepté les hommes politiques qui sont avocats comme vous. Très peu veulent s'exprimer, notamment davantage parce que le barreau également a donné sa position. Et on sait que le parquet, la magistrature, c'est très souvent bouche cousue. Eh bien, c'est ça qu'il faut reconstruire. On ne devrait pas avoir peur ou honte ou être réservé par rapport à la prise de parole. Parce que, voyez-vous, la prise de parole n'est pas à la discrétion des personnes qui sont des magistrats ou qui sont... C'est un devoir vis-à-vis du peuple camerounais qui paye ces différents fonctionnaires. C'est un devoir d'explication. Et je crois que ce sont les valeurs que nous devons réinsuffler, que nous devons faire vivre en nous et que nous devons réinsuffler à l'intérieur de ces différentes professions pour que, justement, quand ce type d'incident se produit, on ait naturellement envie d'expliquer, de comprendre, d'enquêter quand on est des médias et de comprendre ce qui s'est passé parce que, vous voyez, en réalité, pourquoi est-ce que on ne fait pas tout ça? Parce que fondamentalement, on n'est pas si étonné que ça. L'honnêteté commande de l'admettre. On n'est pas étonné que ça prenne... On peut être choqué, on peut être effrayé, on peut être outré, mais on n'est pas étonné. Et c'est ça qui ne va pas.
Il faut qu'on revienne à un Cameroun où ce type de scène relèverait de la science-fiction. Et on verra tout à l'heure le chemin pour y arriver avec vous. Le temps peut-être pour nous d'aller cette fois-ci dans la région du Sud-Ouest, où, comme je l'ai dit à l'entrée de l'émission, Betty Assomo-Joseph, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, est allé faire le point avec les éléments de la police, du moins les éléments de l'armée, qui sont sur ce théâtre sécuritaire. Suivez plutôt. Reconforter les familles de 7 enfants tués dans une salle de classe le 24 octobre dernier, lors du massacre à la Moda Francisca International Bilingual Academy de Kumba. Rassurer ces derniers et toute la ville chef-lieu du département de la Mémé de la volonté et des actes des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les séparatistes. This is a moment of great sorrow. No. So it's not the moment for words. C'est un moment de grande tristesse. Ce n'est plus le moment de se limiter aux mots, mais c'est le moment de passer à l'action. Nous allons continuer, les forces de défense et de sécurité, à faire notre travail ici. Je sais que les besoins sécuritaires de la ville sont très importants, particulièrement depuis le début de cette crise. Ce sont les objectifs de cette visite du 9 novembre 2020 du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense à Kumba, région du Sud-Ouest. Des engagements pris pour répondre efficacement aux besoins sécuritaires qui se sont accrus depuis 4 ans au début de la crise dans la zone et partant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En rappel, le Premier ministre a présidé le 5 novembre dernier le début des cérémonies funéraires des enfants âgés de 9 à 12 ans. Avant ce jour, la ville de Kumba a accueilli depuis la survenue de l'attaque des élèves, entre autres les ministres de l'administration territoriale, des enseignements secondaires et de l'éducation de base. Changeons peut-être de lieu, mais restons dans le même sillage. L'Assemblée nationale, ou du moins le Parlement camerounais, vous le savez, est convoqué en session budgétaire depuis le 12 novembre courant. Et à l'occasion, on a essayé de recueillir, notamment pour la Chambre basse, les attentes de quelques députés vis-à-vis de la crise sécuritaire. Suivez cet autre reportage. Plus de 3 semaines après la tuerie des 7 enfants survenue le 24 octobre dans un complexe scolaire privé de la ville de Kumba, le sujet brûle les lèvres des parlementaires. Beaucoup des enfants ne partent pas à l'école à cause de ce qu'on fait, on tuait, on dérangeait les enfants. Ce n'est pas bien. Ça, c'est un pays de loi. Et le pays de loi, on doit respecter le pays de loi. Il y a le dialogue qui est en train de passer. Nous, les députés, en train de causer avec eux. Le gouverneur en train de causer avec eux. Le préfet en train de causer. Il y a le dialogue partout. Le ministre est en train de causer avec les gens-ci. Mais on est en train de parler aujourd'hui, demain, après-demain. Mais le problème, c'est que quand les enfants étaient tués, on doit dire la vérité. Plusieurs ont déjà des dizaines de questions préparées qu'ils entendent poser aux membres du gouvernement durant les questions orales. L'objectif étant que lumière soit faite non seulement sur la tuerie de Kumba, globalement sur la gestion de cette crise qui a démarré en 2016. On ne peut pas, dans la résolution d'une crise armée, aller au désarmement, démobilisation, réinsertion sans avoir négocié l'arrêt des hostilités sur le terrain. Ça ne s'est vu nulle part. C'est une solution qui démontre son inefficacité. Nous sommes donc étonnés que le président de l'Assemblée prenne position en faveur d'une telle solution qui est décriée par la grande majorité du peuple camerounais. Aussi, les députés n'excluent pas l'idée de création d'une commission parlementaire spéciale dédiée à la situation dans les 2 régions en crise. Il faut qu'à cette session-ci, que les députés se penchent véritablement sur la crise anglophone, pour que nous, les élus du peuple, nous puissions faire une évaluation de cela et nous faire une idée de cela. Cela devra répondre enfin à l'appel à l'ouverture d'un débat parlementaire sur la crise sociopolitique au nord-ouest et sud-ouest. Maître Doki, que peut-on, que doit-on faire de plus pour définitivement mettre un terme à cette crise? Alors, je ne sais pas si vous interrogez en demandant cela à la citoyenne camerounaise ou si vous interrogez Michel Ndoki dans une autre capacité, parce que je crois que ce travail de construction de la nation, c'est avant tout un travail où chacun de nous est conscient de la place qui est la sienne et du rôle qu'il doit jouer à cette place. Moi, je me réjouis
d'entendre maintenant que les députés ont envie de parler de la crise et qu'ils s'expriment les uns et les autres sur ce conflit armé et qu'ils indiquent de manière claire leur intention d'avoir une séance, une session, une partie de la session parlementaire dédiée à cette question. J'aurais aimé entendre des choses un peu plus concrètes comme des exigences de clarification par rapport au budget, puisque c'est une session budgétaire, et aux priorités dans les allocations budgétaires. Là, j'ai le sentiment d'avoir des personnes qui connaissent, et c'est normal si elles sont des élus de ces régions, la situation, peut-être parce qu'elles ont été sur le terrain, ne connaissent pas très bien l'état de l'action gouvernementale sur la question, et je trouve ça regrettable. Mais surtout, attendre qu'on leur réponde à des questions. Alors, à la fin de la session, si on a répondu à des questions, ça se traduit en combien de morts en moins? Ça se traduit en quel type de calendrier pour obtenir un cessez-le-feu? Pour moi, voilà les questions qui se posent. Voilà des personnes qui ont voulu, demandé, obtenu le statut d'élu de la nation en disant nous pouvons représenter le peuple camerounais, nous pouvons faire en sorte que ce pays fonctionne. Il ne me revient pas de dire qu'est-ce qu'il faut faire de plus ou de mieux pour que ce pays fonctionne. Ils ont demandé d'un part l'exécutif, d'autre part le législatif, à être mis en capacité, en responsabilité pour gérer le pays pour le mieux de la communauté. Donc, je pense que nous devons exiger d'eux, d'abord, qu'ils fassent cela et qu'ils nous disent concrètement comment on avance vers la résolution de la crise. La commission parlementaire, par exemple, pour y voir clair. Pour moi, c'est un outil, ce n'est pas un résultat. Et je trouve de moins en moins acceptable que l'on nous parle d'outils, que l'on nous parle de tâches, que l'on nous parle de réunions et que l'on ne nous parle jamais, jamais de résultats. Je suis avocat, je suis en tant qu'avocat dans l'équipe de défense des victimes du massacre de Ngarbou. On est en novembre, nous n'avons aucune espèce d'idée de quand l'instruction va être terminée. On a quand même pourtant eu 2 enquêtes militaires sur la question. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour dire aux Camerounais ce qui s'est passé, de quoi, qui est coupable et ce que les personnes que l'on a désignées ou identifiées comme responsables vont faire pour payer la dette qu'ils ont contractée ainsi vis-à-vis de la société. Comment on va faire pour panser les plaies de ces familles? Voilà ce que j'attends. Et ça ne semble pas être à l'ordre du jour. Et je crois que on se dirige, on est en train de faire exactement la même chose avec Kumba. Vous annoncez dans votre reportage une série de visites de ministres, soit. Mais est-ce que les familles vont mieux? Est-ce que les familles ont compris ce qui s'est passé? Est-ce qu'on sait qui s'est rendu responsable? Est-ce qu'on sait si ces responsables ont l'intention de faire ce qu'il faut pour payer leurs dettes vis-à-vis de la société? C'est comme ça dans une société qui fonctionne. Et mon combat, c'est de faire en sorte de revenir à un Cameroun où on a une société qui fonctionne. Donc, dans le cadre de cette session parlementaire, c'est mon attente. C'est de voir que peut-être là va s'engager un véritable dialogue, une véritable conversation. C'est inutile de revenir sur la manière dont ils ont été élus, si les élections étaient transparentes, etc. Ce sont des organes aujourd'hui. Ils sont légalement installés dans ces fonctions. Il n'est pas trop tard, et en tout cas plus que temps, qu'ils occupent ces fonctions-là et qu'ils reviennent vers nous, citoyens camerounais, avec des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Je trouve injuste vis-à-vis de nos compatriotes de continuer à leur demander
qu'est-ce qu'il propose comme solution, comme si nous étions dans une conversation d'égal à égal avec nos élus ou avec notre exécutif. Nous devons exiger que l'exécutif exécute et qu'il résolve les problèmes. On le verra dans un moment, les relations entre le président de la République, Paul Biya, et les différents chefs de l'exécutif aux États-Unis. Mais avant peut-être de regarder ce reportage, dans l'une de ses récentes sorties, Taibor Nagy, le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines, américain, du moins, secrétaire d'État américain, secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines, a demandé à la diaspora camerounaise, du moins en partie également ceux qui sont installés aux États-Unis, de trouver un moyen de se réconcilier avec le pays, que le Cameroun est un et indivisible, quand on sait que selon le gouvernement, bon nombre des leaders qui prônent la sécession sont du côté des États-Unis. Vous y voyez une forme de volonté véritable des États-Unis de ramener les deux parties sereinement dans une discussion autour de la table. Certains soupçonnaient du contraire il y a quelques mois encore. J'aurais voulu entendre moi-même M. Taibor Nagy pour ça s'est fait pouvoir, par tweet. oui, non, mais faut le lire pour pouvoir vous dire ce que je pense de ce qu'il a dit ou écrit. Pour être tout à fait honnête, j'ai beaucoup de respect pour la politique intérieure et extérieure des pays qui ne sont pas le Cameroun. Mais ma philosophie personnelle est de m'abstenir de faire des commentaires sur la politique interne des autres pays. Je ne suis déjà pas... je n'ai aucune fonction, je n'occupe aucune fonction élective, je ne suis pas dans l'exécutif, donc de toute manière, je ne représente pas le peuple camerounais, je n'ai pas vocation à émettre des opinions au nom du peuple camerounais, mais en tout état de cause, je crois que c'est une question de respect. Il faut laisser les nations gérer leurs affaires internes. Je crois aussi que notre pays, effectivement, a mal à sa solidarité nationale, à son sentiment à sa conscience nationale, à son sentiment d'union nationale. Et que c'est une chose que nous devons changer. Je ne suis pas persuadée que cette problématique soit unique à ce que nous appelons les régions anglophones. Je ne dis pas pour autant que la problématique ne s'oppose pas dans ces régions d'une manière particulière. Il y a un socle historique et je suis sûre que nos compatriotes savent ça très bien maintenant grâce à toutes les émissions que vous avez pu faire ou que les autres médias ont pu faire sur la question. Il y a un contexte historique particulier aux régions anglophones. Mais cette difficulté d'être et de vivre ensemble et de se sentir unis par un socle identitaire commun, je crois qu'elle est réelle pour tous les Camerounais. Je pense que certains Américains diraient la même chose en ce qui concerne les États-Unis. Maintenant, nous devons travailler parce que, bien entendu, le Cameroun restera. Le Cameroun, le pays, c'est un espace, c'est une terre, c'est quelque chose qui est là depuis tellement de siècles, avant que nous ne soyons là à en discuter comme si il était notre propriété. C'est un ensemble d'espoir, c'est une histoire, c'est une énergie, c'est un ensemble de choses qui nous portent tant que nous sommes là et qui sera encore là quand nous ne serons plus. Et je crois que nous devons nous attacher à ce que nous voulons lui laisser, à ce que nous voulons en faire, à ce que nous voulons reconnaître de nous en lui. Et ce que nous voulons reconnaître de nous en lui, c'est cette partie de nous qui aime être en paix et en harmonie. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la diaspora, les Camerounais de partout, doivent
continuer de s'investir ou commencer à s'investir véritablement pour donner cette part d'eux-là, qui permettra de créer un tout qui soit effectivement un Cameroun solide. Et je crois que cette compréhension du Cameroun est plus importante que telle ou telle étiquette que l'on collerait dessus. Parce que, vous voyez, je ne crois pas... Prenez la France et les États-Unis, ou prenez la Suède et l'Espagne, ou la Suisse, ou le Luxembourg. Chacun de ces pays, vous le considérez comme une entité. Et je vous ai donné autant de pays que de systèmes politiques, de régimes politiques différents, d'histoires différentes. Donc, le Cameroun n'est pas Cameroun en fonction de s'il est fédéraliste, s'il est unitaire, s'il est décentralisé, s'il est centralisé. C'est avant tout une volonté de ses citoyens d'être... Oui, d'être et de travailler ensemble. Alors vous dites qu'il est moins important, si je peux me permettre une meilleure compréhension à mon niveau, vous dites que le débat autour de la forme de l'État est aujourd'hui moins important que la recherche de la solution. Clairement. En ce moment, il y a des Camerounais de Batibo qui sont en train de se battre avec d'autres Camerounais de Batibo, j'en suis sûre. Parce qu'on a recruté des Camerounais de Batibo dans l'armée et qu'il y en a parmi les séparatistes. Donc, dans une situation comme celle-là, dans une situation où on dit « nous allons continuer d'assurer la sécurité », après le massacre de Kumba, excusez-moi, après le massacre de Kumba, on a dit aussi il faut assurer la sécurité et ceux qui étaient en charge d'assurer la sécurité ont fait une petite erreur après le massacre de Ngarbou et je ne cite que les massacres dont on a entendu le plus parler, il y en a d'autres, il y en a eu d'autres. Quand on est dans une situation comme celle-là, oui, j'ose le dire, la question n'est pas de savoir comment politiquement on va gérer, parce que de toute manière, là, il n'y a rien à gérer. Il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes Vous n'êtes pas surprise, par ailleurs, que ce cri, cet appel de taisons d'abord nos divergences, arrêtons nos problèmes, nos guéguerres, j'ai failli dire politiques, mais essayons de nous parler, notamment aux hommes politiques, parce que c'est dans ce milieu qu'on l'observe. On voit beaucoup que des leaders de l'opposition, du MRC, évidemment, critiquent énormément la gestion gouvernementale sur cette question. Vous dites aujourd'hui, taisons d'abord ces querelles, arrêtons d'abord ces critiques et ramenons la paix. Ce que je dis aujourd'hui, c'est faisons d'abord taire les décideurs. Parce que malheureusement, ce sont les décideurs, alors les leaders politiques, tous ceux qui ont décidé de prendre le manteau de dirigeants, formels ou informels, hein, ce sont eux qui font la conversation et qui décident pour l'ensemble si nous allons rester en guerre ou pas. S'il y aura dans la région de Kumba aujourd'hui, là on est en décembre, si on a des espoirs à la prochaine petite saison des pluies, de reprendre les semailles ou pas. C'est eux qui sont en train de décider alors qu'eux, ils n'ont aucune plantation en perspective. Et je dis que ceux qui travaillent, ceux qui nourrissent la population camerounaise, ceux qui sont le grand silence du Cameroun, doivent prendre la parole aujourd'hui parce qu'en réalité, c'est leur vie qui se joue et que quand votre vie est attaquée, vous ne pouvez plus vous permettre de déléguer la fonction de la protéger. Quand vous vous rendez compte que tous les remparts que vous avez mis en place, nous avions mis en place un certain nombre d'institutions et d'organisations et de systèmes et de procédures pour éviter d'en arriver là. Et les uns derrière les autres, les institutions, les procédés, les procédures ont échoué. À ce stade, il ne nous reste plus à nous, citoyens camerounais, qu'à protéger nos vies. Que quand ça c'est fait, quand vous êtes sûr que vous pouvez vous lever le matin et aller au marché pour vendre votre manioc et rentrer le soir pour nourrir vos enfants, on peut discuter Mais de ce politique. De ce point de vue, que devraient faire les citoyens? Se lever? Bien sûr.
Vous prenez un petit air surpris. Oui, Pas, pour moi, non, vous n'êtes pas très juste ni très honnête. Je crois que c'est pas chez moi. Non, mais je veux dire, oui, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, monsieur Dipita. Non, mais je veux dire que sur cette question-là, ma position est connue. Mais je veux dire que votre discours de chute. Oui, c'est de dire semblé un peu contradictoire à l'entrée. Pas du tout, parce que je suis dans une situation particulière. Moi, je ne suis pas parmi, il faut être honnête, Absolument. je ne suis pas parmi les Camerounais qui subissent la situation. Absolument. Moi, j'ai eu la possibilité de quitter Limbé, de m'installer à Douala. J'ai eu la possibilité d'enlever mes enfants de l'école de la Sonara, de les réinstaller à Yaoundé, et puis ensuite de faire. Donc, je ne fais pas partie des personnes qui subissent dans leur vie, dans leur chair au quotidien aujourd'hui. Je ne fais pas partie. Si, je suis dans les internally displaced persons, mais je ne suis pas sincèrement l'une des victimes. Je défends aujourd'hui Madame Jomo, je crois que vous avez entendu son histoire. Quand vous comparez la situation de cette dame à la mienne, je ne peux pas dire que je sois une victime, mais je dis justement que je salue ce qu'elle a fait parce qu'elle avait tellement à perdre et elle a perdu tellement. Aujourd'hui, Madame Jomo est allée pour la première fois de sa vie sur un plateau de télé pour parler du drame que c'est d'être une maman camerounaise dans le Cameroun d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est un modèle, c'est un exemple, c'est une source d'inspiration, c'est un exemple à suivre. Parce qu'il va venir un moment, et c'est quelque chose qui peut être visible, j'espère, à l'Assemblée aujourd'hui. Ce n'est pas obligatoire que ça commence par la rue. Hein. Nos élus pourraient s'en inspirer. La rue, c'est pas forcément aller dans les locaux du gouverneur pour mettre le feu. Il ne faut pas croire ça. La rue, et encore pourquoi la rue ? L'expression populaire, c'est aussi aller vers nos élus pour dire « nous vous avons voté, nous avons des attentes vis-à-vis de vous, nous voulons que vous alliez à l'hémicycle expliquer à l'exécutif. Ces attentes. Voici quelles sont nos attentes. Nous attendons de vous que vous vous assuriez que dans un délai X, les conflits armés aient pris fin. » D'accord. Je suggère donc qu'on essaye de voir ces différents temps forts de la diplomatie camerounaise. Vous savez, le président de la République, Paul Biya, est arrivé au pouvoir en 1982. Entre 1982 et 2020, pas moins de 7, j'espère que je suis juste dans le nombre, présidents ou alors chefs de l'exécutif aux États-Unis se sont succédés. Suivez ce reportage. 1-7 serait le score si l'on était dans un match. Joe Biden, le nouveau président des États-Unis d'Amérique, est le 7e président qu'aura félicité Paul Biya depuis 1982. À ce jour, ce sont 38 ans de relations bilatérales d'amitié et de coopération entre le Cameroun et les États-Unis. Avec ses différents patrons du bureau ovale, le président de la République aura eu des rapports particuliers. Le 46e président des États-Unis sera installé en janvier prochain. Pour l'heure, il reçoit des félicitations de part et d'autre et davantage de ses homologues. Paul Biya a dans un tweet assuré de sa disponibilité à contribuer au renforcement des excellentes relations entre les États-Unis et le Cameroun. Des relations qui, on le sait, n'ont pas toujours été tendres avec le chef de l'État camerounais. Si Donald Trump a montré son attachement profond pour tout ce qui est américain, l'on a également vu un président complètement détaché de la chose africaine. Tout le contraire de son prédécesseur Barack Obama. Ce dernier, qui avait toujours milité pour une transition démocratique à la tête des États, s'était montré intransigeant envers les présidents en poste après plusieurs mandats. Toutefois, c'est sous l'ère Obama que près de 300 soldats américains ont été envoyés à Garoua dans la région du Nord Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. À la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations unies confie que le Cameroun et les États-Unis entretiennent de solides relations d'amitié et de coopération. Elle en veut pour preuve l'invitation du président de la République au sommet des dirigeants sur les réfugiés et la réception du couple présidentiel camerounais au dîner offert par le couple américain. George Walker Bush, lui, 2 ans après son accession au pouvoir, a reçu Paul Biya et en 48 heures de visite d'amitié et de travail, les relations bilatérales d'amitié et de coopération ont été renforcées.
Démocratie, respect des droits de l'homme, paix, sécurité, économie et autres santé sont quelques sujets évoqués. Si l'on a relevé le côté chaleureux et détendu des entrevues entre ces chefs d'État, l'ambiance n'aura pas été la même avec le 42e président des États-Unis, Bill Clinton. Celui-ci avait d'ailleurs invité John Froundi à son investiture en lieu et place de Paul Biya. 2 ans après l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême, celui-ci et Ronald Reagan ont eu un tête-à-tête au cours duquel l'économie, donc la croissance économique, le terrorisme ont été abordés. C'est fort de ces points que ces 2 chefs d'État ont vu la nécessité de travailler ensemble pour la lutte contre le terrorisme. En parlant en quelques mots de la politique intérieure, 2 ans après la présidentielle de 2018, quelques mois après les législatives et municipales, quand vous faites une autopsie, si je peux le dire comme ça, du contexte sociopolitique actuel, vous dites on est plus apaisé, c'est plus relax, c'est moins tendu, ça vous donne l'impression de l'effet du retrait de la mer avant le tsunami. Quelle lecture faites-vous du contexte actuel sur le plan sociopolitique? Je serais ravie de voir de l'apaisement et du calme, mais je ne sais pas si vous avez vérifié avant cette émission. À ma connaissance, le président national du MRC est en résidence surveillée depuis 2 mois, si mes comptes sont bons. Et cela veut dire concrètement qu'il y a une 50aine au moins d'hommes armés devant sa porte jour et nuit, depuis plus de 60 jours. Je ne pense pas que ce soit vraiment un signe d'accalmie. Nous avons, entre le 18 et je dirais le 23 ou le 24 septembre de cette année, eu 590 arrestations de personnes considérées, à tort ou à raison, comme des personnes proches ou militantes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sur lesquelles aujourd'hui vous en avez à peu près 140 qui sont jugés pour soi-disant attroupement, rébellion, etc., y compris ou appel à l'insurrection, y compris des personnes qui ont été, comme Olivier Bibounissac, interpellées alors qu'elles étaient chez elles, ou comme Alain Foguet, interpellé alors qu'il était devant le domicile de Maurice Kamto. Donc, ce n'est qu'il y a quelques semaines qu'on a enfin connu l'issue du procès en appel de Mamadou Mota, premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et de 14 de ces d'autres militants du MRC, et de 140 personnes arrêtées dans le cadre de du conflit armé en zone anglophone, qui étaient soi-disant coupables de rébellion, tentative d'évasion, etc., qu'on avait pour la plupart interpellés à l'intérieur de leurs cellules, couchés au milieu de la nuit, parce que les témoignages se sont succédés, je ne trahis aucun secret, les personnes, les policiers, les forces de l'ordre qui ont envahi les cellules à ce moment-là, recherchaient les militants du MRC, recherchaient les anglophones. Donc, je ne vois pas vraiment, là, des signes d'accalmie. Ce que je vous concède, c'est qu'on en parle moins. Et ça, c'est inquiétant. Parce que cette manière que nous avons de mettre certains problèmes sous le tapis, les fait grossir, parce que c'est quelque chose de dynamique. On enferme des personnes, on enferme des corps, mais on n'enferme pas des sentiments. Et c'est justement ce qui a apporté le conflit armé auquel nous faisons face aujourd'hui. C'est qu'on a voulu enfermer des personnes. Entre 2016 et 2018, on en a arrêté des milliers, parce que il y en a encore plusieurs centaines qui sont incarcérées, alors qu'on en a déjà libéré plus de 600. Peut-être même, oui, au moins, je crois qu'il y en a eu 2 fois 200 et quelques, et 1 fois 300, donc on est au-delà du millier, mais il y en a encore des centaines incarcérées, donc on a arrêté des milliers de personnes. On a voulu
faire taire un problème en enfermant des corps. Et on n'a enfermé ni la colère des gens, ni le ressentiment, ni l'attente qui avait fait naître le conflit. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la crise politique. C'est un tort de considérer que l'enfermement des corps va faire disparaître le problème. J'espérais en tant que personne que nos dirigeants auraient compris, puisqu'ils ont les leçons. Si le président de la République, dont vous avez illustré la très longue carrière politique, avait oublié au fur et à mesure des conflits, ce qui m'étonne énormément. Je pensais qu'au moins l'histoire récente permettrait de se souvenir que ce n'est pas comme ça que l'on résout des problèmes. Et je continue d'appeler notre exécutif à reconsidérer cette posture. Je prends le cas qui me heurte particulièrement, qui est le dernier, celui de Madame Jomo dont j'ai parlé tout à l'heure, Madame Jomo Stéphanie, qui est, parce qu'elle est venue à la télévision pleurer, et je dis littéralement pleurer, parce que dans la crise, elle a perdu des enfants, eh bien, poursuivi, je vais le dire, vous savez que je vais le dire. Mais il est clair que l'affaire a une instruction. Oui, mais moi, je ne suis pas tenue au secret de l'instruction. Excusez-moi, c'est quelque chose qui est sur la scène publique. Vous ne mettez pas ce que vous voulez. On ne peut pas mettre à l'antenne, Michel. Je dire sur le sujet, monsieur Dipita. Non, je ne vous l'interdis pas, mais je veux dire qu'au moins pour le respect de nos téléspectateurs. Ne vous en faites pas, ce sont des grandes personnes, ils ont l'habitude de faire le tri. On ne peut pas mettre à l'antenne une question qui a une instruction. Vous ne la mettez pas à l'antenne. Vous le faites moi, à votre place. je ne parle pas d'une affaire qui est à l'instruction, je parle d'un reportage télévisé et de l'histoire d'une dame. Je ne parle pas encore, je ne vous ai pas encore parlé des infractions, je ne vous ai pas parlé, et puis je vous trouve bien dur de me dire ça à moi, alors que le ministre de la Communication, lui qui devrait savoir qu'il n'a pas le droit de s'exprimer sur cette affaire, a déjà interpellé Equinox en disant que la dame était coupable, alors que l'affaire est en instruction. Donc, venez pas me faire un procès à moi. Ce que je veux dire, et je pense même pas... voilà, je ne pense même pas que c'est une injustice à lui faire, pardon, madame. Mais la leçon à tirer pour nous de cette affaire n'est même pas tellement le bien fondé des poursuites, mais le fait que nous en soyons là. Voilà, encore une fois, un cas où, lorsqu'une attente que l'on estime légitime ou que l'on n'estime pas légitime est exprimée et que cette attente gêne l'exécutif, il y a une réaction de violence. Ça ne peut qu'amener à la catastrophe. Et je crois aujourd'hui qu'il est urgent que les voix comme celle de Madame Jomo se fassent plus nombreuses et plus fortes. Parce que c'est pour nous une question de survie en tant que nation. D'accord. Parlons football à présent. C'est dans ce conflit entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel, conflit fatalement, je failli dire, qui oblige la FIFA à intervenir dans une question de gestion de football intérieur. Tout ceci nous a résumé dans le reportage qui suit. Elles seront connues dans 72 heures, les résolutions de cette réunion de concertation tenue par la Fédération internationale de football association en visioconférence avec les responsables de la Fédération camerounaise de football et ceux de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Bien que la fédération ait retiré à la Ligue son droit d'organiser les compétitions professionnelles, l'instance fêtière mondiale du football pense qu'un compromis est encore possible. Décrisper les relations entre les deux entités, mais surtout trouver une solution à la crise que traverse le football professionnel, c'est ce que veut la FIFA. Tant on sait que cette tension entre la FECAFOOT et la LFPC a définitivement franchi la ligne rouge avec la perspective de l'organisation de 2 championnats avec les mêmes équipes par 2 instances différentes. Triste spectacle que vit le football camerounais depuis quelques mois, à en croire certains spécialistes du sport. À partir de ce moment, personne ne peut être à l'aise de vivre cette situation tout à fait cacophonique, parce que le préjudice est énorme. Il ne faut jamais oublier que nous sommes comme ça aux portes de l'organisation d'une grande messe du football, à savoir le championnat Afrique des Nations, où effectivement les joueurs évoluant dans nos championnats respectifs sont sollicités. Donc les entraîneurs qui aujourd'hui
qui préparent des saisons extrêmement longues, y compris même ces présidents de clubs qui au quotidien sont sollicités à l'effet de pouvoir entretenir ces équipes-là. On a besoin d'être fixé sur un espace calendaire qui permettra aux uns aux autres justement de pouvoir engager de manière sereine la relance des activités. Cependant, face à face sous l'arbitrage de la FIFA ce 13 novembre 2020, chacune des parties se prononce. L'instance fêtière du football camerounais revendique pour sa part l'organisation du championnat, tandis que la Ligue L demande l'exécution de la décision du tribunal arbitral du sport. De son côté, à la suite des débats et des enquêtes ouvertes, la FIFA relève la non-application par la FECAFOOT de la sentence du tribunal arbitral de sport TAS de Lausanne du 14 septembre 2020, faisant suite à une saisine de la LFPC du rétablissement de cette dernière dans ses prérogatives d'organiser les championnats professionnels d'élite du Cameroun. Aussi, l'organe international de football, à la suite des arguments des différentes parties mises en cause, relève le caractère abusif du prétentieux de comité de dissolution de la Ligue professionnelle de football, entretenu par des propos et allégations mensongères du professeur Koumvondo, assorti du parjure orchestré par la Fédération camerounaise de football. Autrement dit, pour la FIFA, la décision de la FECAFOOT de retirer à Pierre Semengue et son équipe le droit d'organiser les compétitions professionnelles est dotée d'un caractère illégal et dépourvu de tout fondement légal en matière d'autorisation administrative et de manquements graves sur l'entête utilisée. Après ce face-à-face, l'on espère qu'une issue sera définitivement trouvée à cette crise. Cette rencontre a donc eu lieu vendredi le 13 septembre, restée à déjà 48 heures, et demain donc lundi en principe c'est 72 heures. Le 13 novembre, pardon, merci. Demain, lundi, on attend donc la décision de la FIFA à l'issue de cette rencontre qui va évidemment départager. C'est parti. Une réaction quand vous regardez cette question-là au sein du football qui se joue davantage dans les salles de réunion que sur les terrains. C'est exactement ce que je m'apprêtais à dire. Je ne vois pas beaucoup de football là-dedans. Je soupçonne qu'on est en train de parler d'argent et de pouvoir plus que de football. Encore une joie dont on est en train de priver nos compatriotes, un des éléments de la fierté nationale qui nous échappe. Mais comment en être surpris dans le Cameroun d'aujourd'hui? C'est d'autant plus urgent de se mettre au travail et de faire en sorte que chacun d'entre nous, vous savez, je pense souvent quand je réfléchis à l'histoire récente de notre pays, j'observe que nous avons passé beaucoup de temps à chercher qui était responsable de nos malheurs. On a des malheurs divers et variés. Puis nous avons identifié la source du problème et nous nous sommes dit oui, mais alors qu'est-ce qu'on va faire comment? Parce que quelqu'un doit venir. Et ensuite, on a une idée de comment on va faire, mais c'est trop difficile de faire ce qu'il faut. Et aujourd'hui, on repart vers une nouvelle dynamique qui consiste à dire oui, mais la proposition alternative, la proposition de changement, on n'est même pas sûr que ce sera vraiment mieux. Donc, dans une attitude de justification du statu quo. Or, on en meurt de ce statu quo. Et je crois qu'il est grand temps que nous prenions conscience, chacun là où il est, de ce qu'il a comme rôle personnel à jouer pour la construction de la nation. Cette histoire relative à la Ligue de football et la FECAFOOT, ça ressemble à des films. Autrement, vous ne vous dites pas, comme disait votre collègue tout à l'heure. Que le statu quo constaté est la volonté populaire. Je n'irai pas jusque-là. Ou alors c'est une volonté non agissante. C'est-à-dire que c'est l'absence de volonté d'agir qui amène à la situation de dégradation avec l'espoir. Et on entend souvent, quand on revient à la grande question, qui est pour moi un grand sujet de préoccupation de l'heure, la résolution du conflit armé dans la partie anglophone du pays, on entend souvent les différents acteurs dire que la communauté internationale doit intervenir. Pour certains, ce qu'ils disent, c'est que la communauté internationale doit intervenir. Pour d'autres, ce qu'ils disent, c'est qu'on accueillerait volontiers l'aide
de la communauté internationale. Mais je trouve qu'il n'y a pas suffisamment la démonstration de ces belligérants de leur implication personnelle dans la résolution du conflit. Okay. Et c'est ça qui m'interpelle. Je crois que la communauté internationale, il n'y a pas dans le monde des gens qui sont assis quelque part à attendre que vous créiez des problèmes chez vous pour venir vous aider à les résoudre. Quel que soit le coin du monde vers lequel vous tournez vos yeux aujourd'hui, il y a des endroits où les gens ont des problèmes graves. Même les États-Unis, d'accord ? Les États-Unis, la France, la Suède, la Norvège, où que vous alliez, vous allez trouver des gens qui ont des problèmes graves. Il faut que nous nous attelions à régler nos problèmes. Et il faut que chacun d'entre nous soit en mesure de dire ce qu'il est en train de faire, lui ou elle, pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Alors peut-être pour finir, hein, oui. 2 ans après 2018, pour vous, la citoyenne, la militante, la cadre de parti, vous dites la crise post-électorale est terminée? Non. Elle ne peut pas être terminée si on continue de traiter les militants d'un parti politique en ennemis. Vous êtes toujours dans le hold-up électoral? Il ne s'agit pas de moi, et c'est ce qui me gêne. Quel est le Cameroun qu'on est en train de construire aujourd'hui? Votre question montre d'ailleurs que nous nous fourvoyons. Quel est le Cameroun qu'on veut construire? Qu'est-ce qu'on veut au fond pour ce pays? On veut des gens qui peuvent vivre tranquillement, qui peuvent aimer. Vous voulez voir vos enfants grandir, Monsieur Dipita Tongo. Vous voulez voir votre fille vous présenter le garçon avec lequel elle a envie de faire sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Or, c'est ce qui est en danger aujourd'hui. Dans la crise post-électorale telle qu'elle perdure, dans la crise armée, dans le conflit armé, dans l'agression dont on a été témoin, qui a laissé des traces chez les avocats, que vous le vouliez ou non, on est en train d'assister à la mise en danger dans l'arrestation de Mme Djomo, qui est poursuivie aujourd'hui, soi-disant pour propagation de fausses nouvelles. Il y a la mise en danger de notre devenir commun. Et c'est ça qui devrait nous interpeller. Pas tellement de savoir si oui ou non tel ou tel avait raison dans sa prise de position en 2018. Je trouve regrettable et je crois que c'est la responsabilité de notre exécutif de mettre un terme à cette crise post-électorale. Comment? En prenant la mesure de leur fonction qui est de diriger tous les Camerounais et pas seulement ceux qui sont d'accord avec eux. Merci. Je vous en prie. Merci infiniment, Maître Michel Ndoki, de vous être arrêté ce dimanche ici pour commenter les faits de l'actualité de la semaine et peut-être aussi bien au-delà, on en a profité. Merci à vous à la maison d'avoir regardé Face à l'actu ce dimanche. Bonne semaine et à dimanche prochain.